Je veux pas me dire à 80 ans, t'as quand même tous ces gars-là qui t'ont dit on va t'aider, t'as une bonne vision, t'as écrit un bouquin, etc. Et en fait, t'as pas fait le dernier kilomètre, c'est dommage. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Ose, le podcast qui vous entraîne dans les coulisses de l'entrepreneuriat. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. Comme vous le savez, au fil de chaque épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui n'ont pas eu peur de tenter leur chance, de se tromper ou d'échouer. Des femmes et des hommes qui ont accepté de dévoiler ce que vous n'avez jamais entendu ailleurs. Nous allons parler d'ambition, de réussite, d'argent, mais aussi de mission et de sens. J'espère qu'en écoutant ces entrepreneurs, vous oserez à votre tour. Bienvenue dans Ose. Et si la finance sauvait le monde ? Tel est le credo de mon invité d'aujourd'hui. Inspecteur des finances, banquier d'affaires à New York, ancien conseiller économique du président Chirac, directeur financier du Crédit Agricole, puis de la Société Générale, directeur général finance de la Banque mondiale. Il n'est pas de ceux qui croient que le capitalisme moral est un oxymore. Pour lui, le capitalisme actuel doit être régulé et il souhaite que la finance puisse être mise au service du bien commun. Après plus de 20 ans au sein de grandes institutions, il crée en 2016 un fonds d'investissement responsable afin de mobiliser des capitaux vers des projets utiles à l'humanité. Utopie ou pragmatisme ? Il est avec nous pour y répondre. Bonjour Bertrand Badret. Bonjour Alexandre. Et toi, si tu devais pitcher ton fonds devant des investisseurs, qu'est-ce que tu dirais ? Alors, c'est pas une situation complètement d'école, puisque j'ai pitché ce fonds devant plus de 400 personnes dans les 4 dernières années. 400 ? Dont une grande partie Combien d'échecs ? a passé son tour, au plus de 90%. Alors, il y a des échecs définitifs et des échecs temporaires, c'est la loi du genre. Mais c'est vrai que pour moi, c'était un moment difficile parce que j'étais dans mes fonctions précédentes plutôt celui qui disait oui ou non. Et là, brusquement, j'étais du côté du receveur qui recevait le oui ou le non. Donc, j'ai pitché mon fonds. J'ai fait d'ailleurs évoluer le pitch au fil des années. En partie parce que le projet lui-même a évolué, en partie parce que j'étais plus aguerri et que je voyais un peu ce qui marchait ou ne marchait pas. Mais le message fondamental, c'est que dans les règles du jeu du capitalisme tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire avec les règles que doivent suivre les investisseurs institutionnels, ce qu'on appelle dans le jargon les obligations fiduciaires, qui fait qu'on confie notre argent en confiance à un certain nombre de personnes parce qu'on sait qu'ils vont respecter un certain nombre de règles. Dans le respect de ces règles, on peut combiner performance, c'est-à-dire une rémunération du risque qui est pris, et un impact positif sur l'environnement et la société. Et donc, mon sujet, c'est de démontrer dans un premier temps qu'il n'y a pas besoin de changer les règles pour combiner performance et impact, et par ailleurs, c'est plus mon côté missionnaire, de dire peut-être que ces règles, on pourrait d'ailleurs en profiter pour les revisiter. Pour nos auditeurs, est-ce que tu pourrais donner un exemple de projet que vous financez, cette nouvelle finance que aujourd'hui tu mets en avant ? Donne-nous un exemple d'un projet. Typiquement, un projet qu'on a annoncé au tout début de la période du Covid, c'est une fintech en Colombie qui sert ce qu'on appelle en anglais le bottom of the pyramid, donc la partie de la population la moins favorisée, y compris d'ailleurs en Colombie des réfugiés venus du Venezuela, et qui fournit des services bancaires. Alors effectivement, quand on est en France, aux États-Unis, les services bancaires, tout le monde a plus ou moins accès à des services bancaires. Il faut savoir que dans la plupart des pays émergents en développement, 50% ou plus de l'économie est informelle, ce qu'on appelle vraiment l'économie informelle, les petits boulots, pas de feuilles de paye, pas de services bancaires, pas de services financiers en général. Et quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais coutume de dire, le développement, c'est bien sûr des infrastructures physiques. C'est quand vous posez la question à des gens, ils voient cette idée, le développement, c'est des routes, des ports, des télécoms, etc. Ce qui est vrai. Je pense que c'est aussi des infrastructures sociales, accès à des services de type éducation et santé, et c'est aussi, même si c'est parfois considéré bizarrement par les gens, des infrastructures financières. Il faut que les gens puissent épargner, emprunter, plutôt que de mettre l'argent sous le matelas, pour être un peu simpliste. Et donc, moi, je suis très excité par des projets comme ça, qui apportent la finance au quotidien à des gens qui n'y ont pas accès. Et quand tu finances un projet comme ça, ton point de vue d'investisseur, c'est un minimum de rentabilité parce que tu sais qu'il y a un impact social évident. Est-ce que tu essayes d'avoir les deux au plus haut niveau ? Comment tu définis ça et comment tu arrives à faire accepter ça aux investisseurs ? Aujourd'hui, comme je le disais, on est dans un régime d'obligations fiduciaires qui sont ce qu'elles sont, où les gens doivent maximiser le profit en fonction d'un profil de risque. C'est vraiment, on fait une allocation de portefeuille, on dit je veux dégager telle rentabilité en moyenne et j'alloue entre actions et obligations et au sein de chaque entre pays avancés et pays émergents, etc. On s'en rend dans des processus techniques et donc on doit jouer avec ça. Et donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est qu'on a un rendement qui est un rendement de marché et en plus, on a un regard très approfondi sur l'impact. Donc c'est quoi par exemple, quand tu travailles sur ce projet en Colombie, c'est quoi votre analyse de rendement de marché ? Là, alors,
ce qu'on fait, j'ai pas le droit de donner de chiffres de performance de par la réglementation. Oh là là. Ils nous écoutent pas, Non, mais malheureusement, ils écoutent. Si ça ils sont là. Qu'à moi, ils sont là. Mais en revanche, un objectif. Non, mais un objectif de performance, c'est de dire voilà, ce type de projet a un risque de cette nature. Un risque de cette nature se rémunère tant. Voilà. Et c'est donc comme vous ça. avez compris, nous n'aurons pas de chiffres. Non, je regrette, mais c'est comme ça. Parlons de ton profil, parce que tu as un profil parfait pour travailler ce que tu as fait dans les grands groupes, dans les grandes institutions financières. Et tout d'un coup, si on perd ta trace pour 2 années ou 3 années de suite, on te retrouve, pas à contre-emploi, mais dans un emploi totalement différent. Tu es devenu entrepreneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est cassé? Qu'est-ce qui t'a fait décider de faire autre chose? Est-ce que ça a été forcé? Est-ce que comment tu te réinventes à plus de 40 ans? Oula, même maintenant un peu plus de 50, mais allons jusqu'au bout de l'exercice. Mais je me suis réinventé entre 40 et 50. Voilà, quarantaine. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a toute une série de choses. Il n'y a pas un moment, il n'y a pas le pilier de Notre-Dame où brusquement j'ai la révélation. Ça arrive quelquefois, mais là c'est pas le cas. Et j'ai eu 2 accidents de carrière. J'ai quitté le Crédit Agricole et j'ai quitté la Banque mondiale. C'était, dans un cas comme dans l'autre, non planifié. Donc, on se pose des questions à ces moments-là. Vous êtes politiquement correct quand tu dis non planifié. Ouais, c'est les accords que j'ai signés. D'accord. Donc, moi, je vais le dire. Tu es un peu, à ce moment-là, en confrontation directe avec une personne qui a un peu plus de pouvoir que toi. Voilà. Et donc, s'il y a un des deux qui doit rester, c'est lui. Absolument. Donc, on se retrouve, ça arrive dans une carrière professionnelle. Après le Crédit Agricole, je rebondis très vite à la Société Générale. J'avais commencé à prendre quelques notes, d'ailleurs, sur ce que j'avais vécu, parce que ce que j'ai vécu au Crédit Agricole, c'est quand même le quasi-effondrement du système entre 2007 et 2011, avec la crise financière. Et puis, finalement, la reconstruction lente du post-crise. Et à la Banque mondiale, pareil. Là, j'ai vécu, non pas du côté des réglementés, mais du réglementeur, où j'ai été... par la Banque mondiale, j'ai représenté la Banque mondiale dans les discussions du type G7, G20, Financial Stability Board. Donc j'ai vu des deux côtés la résolution de la crise. L'expérience de la Banque mondiale s'achève, et là je me pose dans quelque chose qui n'a pas tellement d'équivalent en France, qui est un think tank. Aux États-Unis, vous avez d'ailleurs sur Massachusetts Avenue beaucoup de think tanks, plus ou moins connu, qui est à Washington DC, qu'on appelle la Think Tank Avenue, où vous avez, alors les noms ne sont pas forcément connus en Europe, Brookings c'est peut-être connu, le Peterson où j'étais connu, mais il y en a d'autres, il y en a pour toutes les crèmeries, toutes les idées, et là ils vous prêtent un bureau, un téléphone, une assistante, et une légitimité à parler, et à réfléchir. Et ça, c'est extraordinaire. C'est un confort où vous vous posez, et puis vous commencez pas à gamberger, et vous dites, qu'est-ce que j'ai vu ? Et notamment, je dois rendre hommage ici à Olivier Blanchard, qui est un des grands économistes français, qui a été patron du département macroéconomie du MIT et qui était économiste en chef du FMI et qui a quitté le FMI à peu près au moment où je quitte la Banque mondiale et qui me dit, écoute Bertrand, ça fait quelques années qu'on discute, tu as quand même quelques idées, c'est le moment de te poser. Enfin, je veux dire, voilà, arrête-toi, fais une pause, et puis force-toi à mettre tes idées par écrit, et puis viens avec moi au Peterson, et on va te passer un micro, et tu vas être légitime pour parler. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui n'existe pas tellement en France, et c'était très salutaire. Je veux dire que c'était un moment où, donc, d'un côté, j'ai travaillé sur le livre précédent, qui s'appelait Can Finance Save the World, le titre que tu as pris au début, et de l'autre, j'ai commencé à parler, à réfléchir. Et là, c'est vrai qu'en parallèle, je rentrais dans le système, donc j'ai passé des entretiens avec des grandes banques, des grands fonds, et en même temps, je réfléchissais à la finance. Et je me suis dit, mais si je commence à écrire ça c'est mon côté boy scout, est-ce que je peux avoir un cerveau droit qui dit ça et un cerveau gauche qui fait ça? Enfin, un moment, et au même moment, il y a un certain nombre de personnes qui m'ont influencé, qui m'ont un peu poussé. Alors, je peux donner leur nom, certains sont connus, d'autres moins. Emmanuel Faber en France, que je vois et qui me dit, écoute Bertrand, j'aime ta vision de la finance, tu as un regard critique, tu es légitime, je veux dire, en gros tu as coché les cases, donc on ne peut pas te suspecter de faire ça voilà, par animosité ou dépit, et donc si tu crées autre chose, je t'aiderai. Paul Polman, qui à l'époque était le patron d'Unilever, lui aussi, enfin, on ne va pas bien entrer dans les détails, mais qui au final me dit la même chose. Paul Desmarais. Etc. Donc un certain nombre de gens qui me disent, vas-y. Bruno Bouygues, que tu connais, et quelques autres. Et donc tous ces gens-là, non seulement me le disent, mais ils disent, on va le faire. Et là, donc, il y a tout qui cristallise. Moi, je veux dire, il n'y a pas eu un moment, mais puis je commence à travailler avec d'autres, et puis finalement, petit à petit, je mets le doigt dans l'engrenage, et je me dis, bah oui, après tout, et je veux pas me dire à 80 ans, t'as quand même tous ces gars-là qui t'ont dit, on va t'aider, t'as une bonne vision, t'as écrit un bouquin, etc., et en fait, t'as pas fait le dernier kilomètre, c'est dommage. Et alors, celui qui a emporté le morceau, c'était amusant, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antonio Weiss, qui est pas fort, qui parle français comme nous deux, qui a été le numéro 2 de Lazare,
et qui avait quitté Lazard pour être le numéro 2 du Trésor américain sous Barack Obama, donc quelqu'un qui a une expérience au plus haut niveau privé et public. Ses bureaux étaient pas très loin des bureaux de la Banque mondiale, donc on se voyait régulièrement à Washington, et qui me dit, je comprends que tu as plutôt envie d'aller dans un grand fonds et de gagner plusieurs millions de dollars pendant plusieurs années, et puis comme ça, tu te dis, dans 5 ans, tout va bien, et là, je peux être entrepreneur. Et il m'a dit, c'est un mauvais calcul, parce que d'abord, ça sera une prison dorée, tu auras du mal à de nouveau être entrepreneur, et aujourd'hui, tu as commencé à faire un début de marque autour de toi. Certes, c'est encore très modeste, etc., mais c'est relativement chimiquement pur. Donc, va pas foutre autre chose dedans parce que tu retrouveras pas ça dans 5 ans. Et puis, si ça marche pas, tu retourneras voir un grand fonds dans 5 ans. Et aux États-Unis, si tu te plantes, on t'en voudra pas. Tu auras essayé. Donc voilà, donc dire il n'y a pas eu un espèce de moment alléluia, boum, je saute, mais tout ça a cristallisé, puis finalement à un moment on y va, et puis petit à petit. Alors au début, ce qui était dur, c'est que les chasseurs de tête ont continué à m'appeler, et c'est vrai qu'à chaque fois il y a un petit tremblement, on se dit là c'est quand même vraiment dur l'entrepreneuriat, ah oui quand même. C'est des beaux noms, c'est un beau salaire, le gros les menottes dorées. Voilà, et donc au début j'étais un peu hésitant. Maintenant ils appellent plus parce que je leur ai dit c'est autre chose. Et je pense que aujourd'hui j'aurais du mal à repartir dans une grande entreprise. Compliqué à convaincre, ou est-ce que tu as eu besoin de convaincre ta femme? Elle était 100% partante? Elle était même plus que moi. Alors pour pas mal de raisons. La première, c'est que elle a vu ce qui m'est arrivé professionnellement. Elle m'a dit, je veux pas que tu recommences. Enfin, je veux pas que tu ailles travailler puis qu'un jour il y ait de nouveau une tension de cette nature et que ça se finisse mal. Donc voilà. Et puis j'ai une femme qui a une conception de la vie qui est assez simple et qui en gros n'a pas besoin de luxe, enfin vraiment rien du tout. Elle m'avait dit une fois en plaisantant, ma conception du luxe, c'est d'être sûr d'avoir des yaourts au chocolat dans le frigidaire. Elle a dit, je pense que je peux assurer les yaourts au chocolat. Parlons du nom. À quel moment tu vas trouver un nom qui est très difficilement prononçable en français? Qui le trouve, ce nom? Pourquoi? Alors évidemment, il y a un rapport avec Paul Éluard, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que tu as hésité avec d'autres noms? Nous, on essaie toujours de réfléchir pour les entrepreneurs. Un nom, c'est compliqué. Donc le tien, il est très, très, très complexe. Pourquoi? Oui, le mien est très complexe. Tu peux nous le redonner, s'il te plaît? Il s'appelle Blue Like an Orange. On a rajouté en dessous Sustainable Capital, donc capital durable, mais le nom, c'est vraiment Blue Like an Orange. Et en fait, pendant plusieurs mois, avec l'équipe, la petite équipe du début, on appelait ça Projet X, en disant on garde le nom pour après. Et puis c'est vrai que les noms, en fait, quand on a des idées, elles ont déjà été prises par quelqu'un, c'est très compliqué, et c'est très facile, sans passer par un avocat, de tester sur Google et de voir que des investment management, des capitaux, etc., c'est pris. Tous les proverbes chinois, toutes les lettres grecques, enfin tout ça... Voilà. Et je me souviens, là pour le coup, là il y a eu un moment révélation. J'étais littéralement dans mon canapé à Washington en me disant ça commence à m'énerver ce projet X, j'arrive pas à me motiver pour un projet X, il faut vraiment que je lui donne un nom. Et là je me suis dit, bon, au fond, qu'est-ce que je veux? Alors ça va paraître effroyablement arrogant, je dis je veux changer la finance et la planète. Dans mon petit canapé à Washington, là, avec mes petits bras musclés. Et donc, je dis, voilà, on va trouver quelque chose autour de planète. Alors là, vous dites, bon, il y a plein de choses qui ont déjà été prises, y compris en France, Planète Finance et quelques autres. Je dis, ça va pas. Et puis de Planète, je me souviens, je rêvasse et je passe à Planète Bleue, qui est une émission de télé où je sais pas d'où ça vient. Puis Blue Planet, qui évidemment avait été pris. Et là, j'ai un espèce de flash où je me souviens que j'ai écrit il y a 17 ans ou 16 ans maintenant un livre qui s'appelle Eau, EAU, que j'avais écrit avec Michel Cantu sur l'eau dans le monde. Et une des premières phrases, j'avais écrit le début du livre, et une des premières phrases que j'avais mis, c'était « La Terre aurait dû s'appeler mer car elle est bleue comme une orange ». Et je me suis souvenu, j'ai eu ce flash en me disant « Mais voilà, c'est ça ». Et j'ai dit « On va pas mettre bleu comme une orange », déjà c'est compliqué en français, alors blue comme une orange, ça n'allait pas. Et j'ai dit « Blue like an orange ». Et après, je me dis, non, mais c'est pas possible, parce que la même réaction, c'est trop compliqué, personne va y arriver. Et là, je parle à un de ceux qui m'a aidé à monter le fonds, un de ceux qui a financé les premiers pas. Et je lui dis, voilà, qu'est-ce que tu penses de ce nom Blue Like an Orange? C'est génial. Je dis, pourquoi? Il me dit, d'abord, il y a plein de raisons. La première, c'est que c'est ton histoire. Tu vas pouvoir raconter que c'est ton livre sur l'eau, et donc tu n'as pas découvert le développement durable hier, ça fait 20 ans que tu travailles sur ce sujet. Bon point. Et donc, tu brises la glace. Donc, tu es crédible. Donc ça, super, tu coches une première case. La deuxième, c'est que tous les financiers à qui tu vas pitcher ton fonds, ils passent leur vie dans du tableur Excel, mais ils se souviennent avec nostalgie de la poésie à l'école primaire, ou etc. Et donc, tu vas activer leur cerveau droit et leur cerveau gauche. Deuxième bon point. Et troisième point, comme ton nom est juste imprononçable et qu'ils vont pas comprendre, je te promets que dans 100% des cas, ça sera la première ou la dernière question de toutes tes réunions. Et c'est vrai. En général, quand j'arrive, la première question, c'est on a une première question, pourquoi est-ce que vous vous appelez comme ça? Ou à la fin, on avait une dernière question, on a oublié de vous demander, mais ce nom, c'est bizarre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a beau être très compliqué,
les gens s'en souviennent. Il est tellement hors norme que finalement, merci Paul Éluard. Et puis il y a un petit côté Tintin que j'aime bien la bande dessinée. Le mystère des oranges bleues, c'est aussi... Et donc voilà pour les auditeurs. C'est une longue histoire, mais... Et pour les auditeurs, c'est assez intéressant. On essaie de trouver des mots courts, 4 lettres, avec un .com qui fonctionne. Alors là, je vous assure je me bats pour que ça soit pas BLAO ou Blao, parce que Blao, ça fait boom. Donc qu'est-ce que tu as comme .com alors? Tu as Blue like an orange, .com. D'accord. Bon. De toute façon, c'est pas forcément le grand public que tu as envie d'avoir sur ton site internet. Parlons de toi. Est-ce que tu te considères donc aujourd'hui, et c'est une question pour tous les investisseurs financiers, est-ce que tu te considères qui ont créé un fonds? Est-ce que tu te considères comme un entrepreneur ou comme un investisseur? Moi, comme un entrepreneur. Alors, mais vraiment, en partie parce que, évidemment, j'ai un rôle dans la politique d'investissement, etc. Mais de fait, mon rôle a été vraiment d'avoir la vision de ce qu'on voulait faire, le montage, de lever les fonds, etc. Alors, ça me frustre parce que j'aimerais passer plus de temps sur l'investissement, mais dans la réalité... Bon, on a des journées où 24 heures et des semaines que 7 jours, donc je suis très attaché à mon rôle dans le comité d'investissement, je suis très attaché à savoir ce qui se passe, mais je peux pas aller faire du due diligence au fond de la Colombie ou du Brésil, malheureusement. Et donc, de fait, c'est vrai que j'ai le sentiment d'avoir créé une entreprise, et avec d'ailleurs un de mes investisseurs qui m'a dit, quand on a commencé à sortir du tunnel, qui m'a dit « Je suis soulagé parce que quand j'ai accepté de te financer, et il a été assez décisif, c'est celui qui a été le premier. Et il m'a dit « J'ai eu peur parce qu'avec ton parcours, je me suis dit « Mais est-ce que je n'envoie pas au casse-pipe ?» Et puis en même temps, je voulais voir ce que tu étais capable de faire. Et il me dit « Le vrai entrepreneur, c'est celui quand l'ampoule des toilettes est cassée, se dit pas où est le service intérieur, c'est lui qui monte sur l'escabeau qui va changer l'ampoule. » Et quand je t'ai vu faire ça, je me suis dit « Ouf !» Et donc voilà, de ce point de vue, je me sens entrepreneur beaucoup plus qu'investisseur. Quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais un statut international assez fort. Je voyageais pas seul, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, je sortais par les voies rapides, etc. Puis brusquement, vous vous retrouvez, et puis c'est plus ça. Tu parlais de cette première personne qui t'a fait confiance. Parlons un petit peu justement de cette première levée. Donc, tu nous disais 400 rendez-vous, 360 qui se terminent mal ou qui est qu'une promesse future pour le futur. Comment ça se passe à toi, justement? Tu en parlais tout à l'heure, mais rapidement, toi qui as toujours tout eu, toi qui as toujours tout réussi, toi qui étais le premier de la classe, toi qui étais numéro 2, parce que le titre était un peu pompeux, tu étais numéro 2 de la Banque mondiale, un Français à Washington. Tout d'un coup, tu es au même niveau que les autres. Oui. À peu près. Comment ça se passe? C'est pas simple. C'est pas simple. C'est une vraie leçon d'humilité à tous égards. Alors, c'est des sujets que ceux qui font de la politique aussi expérimentent. C'est la blague, je sais pas qui a dit ça. Vous rendez-vous compte que vous n'êtes plus ministre, vous montez dans la voiture, à l'arrière, elle ne démarre pas. J'aime beaucoup celle-là. Voilà. J'aime beaucoup celle-là. Et de fait, quand j'étais à la Banque mondiale, j'avais un statut international assez fort. Je voyageais pas seul, j'avais quelqu'un qui m'accompagnait, je sortais par les voies rapides, etc. Puis brusquement, vous vous retrouvez, et puis c'est plus ça. C'est dur au début et plus agréable ensuite. C'est-à-dire que c'est dur au début parce que c'est vrai qu'on est habitué à être sur les rails et que les choses aillent et qu'on vous donne vos briefing books dans lesquels vous avez tous vos matériels, tout, puis vous tournez les pages, et votre prochain rendez-vous, etc. À un moment où c'est vous qui construisez tout ça. Ça a été dur les premiers mois, vraiment. Et puis finalement, il y a un goût de liberté. Alors je suis aussi content, les gens me demandent, mais pourquoi t'es pas rentré à Paris pour le faire? Alors je sais pas si c'était conscient ou inconscient, mais de faire ça à Washington était plus simple. Parce que j'étais plus anonyme. À Washington, les gens ne me connaissent pas. Donc finalement, le fait que je sois avec mon sac à dos dans la rue, ça dérangeait personne. Et puis finalement, on s'habitue. Enfin, toute une série de choses qui fait que on croise pas au coin de la rue. Alors ça marche, t'en es où, etc. Finalement, les gens... Et même presque une indulgence américaine. Alors ton projet, c'est super, est-ce qu'on t'a besoin d'aide? Enfin, une bienveillance qui en France est plus compliquée. Bienveillance qui peut être un peu faux cul aussi. Oui, peu importe. Mais ils sont sympathiques. Non, mais à la limite, je suis anonyme. Je veux dire, moi, voilà, que les gens à Washington pensent que je fais pas, ça m'est égal. Ouais. Au moins, ils ont le sourire. Voilà, exactement. Dans la levée, comment ça se passe quand tu as ton premier chèque, justement? Tu nous parlais du premier oui. Moi, j'adore toujours le premier oui parce que ça veut dire beaucoup de choses. Tu peux citer qui est la personne qui t'a fait qui t'a donné? Je suis pas sûr qu'il le souhaite. C'est un investisseur français, mais l'histoire est amusante. J'ai été introduit auprès de lui par un de mes copains de promo à HEC. Et donc, on a une vraie bonne discussion. C'est quelqu'un qui est un financier qui a extrêmement bien réussi à titre personnel, qui est resté extrêmement modeste. Alors, il n'est pas très connu, et c'est pour ça qu'il ne souhaite pas que son nom soit connu.
et qui m'écoute pendant 3 heures. Mais vraiment, je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu, j'avais même jamais entendu parler de lui. Et on passe vraiment 3 heures, et un peu comme aujourd'hui, sans micro, mais il me dit, alors racontez-moi d'où vous venez, votre projet, qu'est-ce que vous voyez, etc. Puis à la fin, il me dit, mais pourquoi vous êtes venu me voir ? Alors je dis, parce que mon ami là m'a dit que je perdrais pas mon temps à venir vous voir. Voilà, je suis en train de me lancer. T'étais un peu timide dans ce que tu as demandé. Tu as dit, c'est pour 20 millions ou t'as été plutôt non, très j'étais poli? très timide. Non, moi c'était la première fois que j'avais demandé de l'argent à quelqu'un. Donc j'avais jamais fait ça. Donc je savais même pas combien, etc. Et je lui dis, voilà, on m'a dit que ça veut venir vous rencontrer. Donc je suis au début, je vais peut-être faire le grand saut. C'est compliqué pour moi. Vous avez vu mon parcours. Et donc, dites-moi si c'est ce que j'ai dessiné sur ce papier est une erreur. Est-ce que j'oublie quelque chose? Est-ce qu'il y a un éléphant dans la pièce que j'ai pas vu? Enfin, en gros, arrêtez-moi si je fais une bêtise ou encouragez-moi si c'est une bonne idée. Alors, il me dit, voilà, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels vous pouvez réfléchir. Il me fait un certain nombre de remarques extrêmement constructives. Et à la fin, il me dit, écoutez, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Est-ce qu'il y a encore de la place dans votre tour de table? Alors là, je me dis, oui, il y a de la place. Il y avait personne dans le tour de table à ce moment-là. Qu'est-ce que tu réponds? La vérité, Non, je lui réponds la vérité. Je lui dis, écoutez, c'est le premier rendez-vous. J'en ai plusieurs. J'avais d'autres rendez-vous derrière, mais c'était la première fois. Et pour moi, c'est d'autant plus. C'était un vrai test parce que c'était quelqu'un qui me devait rien, à qui je ne devais rien. J'avais jamais été en relation ni amicale, ni d'affaires, ni familiale avec lui, et qui me dit, votre truc tient la route. Et je me dis, je pars dans l'ascenseur et je dis à mon copain, mais il est sérieux? Il dit, oui. Et à ce moment-là, on rentre combien il peut, etc. Et on rentre dans le détail. Mais c'était très intéressant comme moment. Honnêtement, pour moi, ça a été un moment où je me suis dit, oui, en fait, voilà, j'ai réfléchi en chambre, mais mon truc tient la route. Ce gars-là qui a vraiment fait quelque chose de très intéressant, qui a du jugement, qui est reconnu, me dit, go. Et c'est le même qui m'a dit, effectivement, j'étais pas trop sûr. Après, je suis content. Voilà. Tu sais monter sur toi-même pour changer l'ampoule. Le réseau, on en parle beaucoup. Le réseau est important partout. Il est protéiforme, le réseau, sur beaucoup d'aspects. Toi, est-ce que ce réseau-là est essentiel dans ce que tu as monté, dans les fonds que tu as levés? Comment tu t'en sers? Tu l'as travaillé quand tu es devenu entrepreneur, tu t'es rendu compte à quel point c'était important? J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été comme ça. Ça, c'est... Alors, depuis toujours, j'ai adoré échanger, discuter, partager les joies, les peines. Je suis très curieux de savoir ce qui se passe ailleurs, de comprendre ça. J'ai toujours été comme ça. Donc, je sais pas l'expliquer, je sais pas le décrypter. Tu es intéressé par l'autre. Je suis intéressé par l'autre, mais vraiment, enfin pas. Ouais. C'est pas un réseau par calcul, c'est un réseau par enthousiasme. Pas vraiment. Et donc, j'adore les gens, j'adore les histoires personnelles, comprendre ce qu'ils font, etc. Et je le fais assez naturellement. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, même ce qu'apportent les moyens de communication type réseaux sociaux, messagerie, etc., aide spectaculairement. Mais je le fais vraiment pas par calcul. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est vraiment comme ça que je suis. Et c'est vrai que quand j'ai levé des fonds pour la société, je suis allé naturellement voir les gens de mon réseau. Et en fait, j'ai plutôt eu un taux de retour assez spectaculaire, finalement, pour reprendre ce mot. Des gens qui disent, on te connaît depuis 20 ans, tu nous as toujours dit des trucs, c'est intéressant, on y va, etc. Il y a un côté qui est difficile, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des amis qui s'engagent derrière vous. Bon, moi, j'ai un vieux fond catho, je culpabilise en me disant, mais si ça merde, non seulement ça merde, mais en plus ça merde avec mes amis, etc. Il y en a un d'entre eux qui m'a dit, écoute Bertrand, on te connaît, donc on sait que tu vas surréagir à tout ça. On préférait tous que ça marche, c'est quand même pour ça qu'on investit chez toi. Si ça marche pas, on est des grandes personnes, on restera amis, on parlera d'autre chose. Mais c'est vrai, et d'ailleurs pour les auditeurs, moi qui t'ai connu avant que tu lances ce fonds, parce que je suis venu vraiment te voir à Washington quand tu étais encore en poste à la Banque mondiale, dans mon travail au quotidien, d'essayer d'aller rencontrer les gens qui sont décisionnaires du côté du pouvoir public et institutionnel, et tu m'as reçu vraiment de la meilleure des manières. Tu n'avais rien à me vendre, c'était plutôt l'inverse, et on est surtout à discuter, à essayer d'imaginer comment on pouvait voir, et c'est vrai que tu avais une vraie profondeur dans la discussion. Donc en effet, je confirme que il n'y a pas de calcul dans ce réseau. Point important qui a été mis en avant il y a quelque temps, dans un article dans Paris Match, une proximité forte avec le président Macron. Est-ce que ça a été aussi important? Est-ce que tu penses que ça a été important? Est-ce que ça a pu déclencher certains contrats, enfin en tout cas signature, ou pas du tout, les gens ils passent à côté de ça? Alors, pas directement, d'abord parce que je ne lui aurais jamais demandé ce genre de choses, et il ne me l'aurait pas proposé, je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses, donc ça c'est extrêmement important. Que t'es très proche. Voilà. Après la proximité, alors Paris Match, la mise en avant, ça m'a un peu mis mal à l'aise, il se trouve que je le connais depuis longtemps,
Et après, il y a d'autres gens qui le connaissent. Les gens ne le savaient pas. Oui, tu fais quand même partie de ces très proches. Il a préfacé mon livre précédent. D'accord. Et c'est le seul livre qu'il a préfacé comme président, à part une biographie de Pompidou. Donc c'est quand même... mais ça, c'est que ceux qui s'y connaissent vraiment qui peuvent voir ça. Oui, non, mais ceux qui s'y connaissent vraiment, c'est justement ceux dont on parle. Tout à fait. Et donc c'est vrai qu'un président de la République ne préface pas un livre à part une histoire du Louvre ou du château de Versailles, pour faire court, ou une biographie de son prédécesseur, etc. Surtout un livre d'idées. Ça veut dire que d'une certaine manière, il endorse, comme on dit en anglais, ou il endosse les idées d'un autre. Ce qui est pas... Et il l'a fait très spontanément, et je lui en suis reconnaissant. Donc d'une certaine manière, au moment où il est élu, il dit, ben voilà, les idées de Bertrand... Donc c'est sûr que ça envoie un signal positif dans le système. Je ne crois pas que ça soit allé très au-delà de ça. D'ailleurs, il a raconté cette histoire. Tu lui avais expliqué, c'était quoi ce diagramme de l'éléphant, c'est pas ça? La courbe de l'éléphant. La courbe de l'éléphant. C'est quelque chose que tu avais quand tu étais professeur, Non, mais la courbe de l'éléphant, c'est une courbe qui est très discutée, très disputée d'ailleurs. C'est compliqué de faire ça à l'antenne, mais c'est une courbe qui compare l'évolution des revenus sur 20 ans par rapport à l'ensemble de la population mondiale, et qui dit, voilà, depuis le plus pauvre de la planète jusqu'au plus riche, comment vos revenus ont évolué sur 20 ans. Donc il faut essayer de visualiser, et la courbe, elle part d'assez bas pour, en gros, l'Afrique. Les revenus donc augmentent, mais pas beaucoup pour les Africains, augmentent de plus en plus pour les classes moyennes, type Chine, Russie, Inde, etc. Donc vraiment une courbe très haute. Après, rediminue pour les classes moyennes des pays développés, devient même négative pour typiquement les populations qui ont pu voter Trump, le Brexit, etc. Enfin une partie des populations des pays avancés, et après explose pour les 0,1% ou les 1%. Et donc, quand vous faites ça, ça fait un éléphant à la Saint-Exupéry. Et cette courbe, pour moi, alors, encore une fois, il y a beaucoup de débats théoriques dessus, mais elle illustre un certain nombre de questions qui sont centrales aujourd'hui. La première, c'est est-ce que les Africains vont pouvoir rattraper le peloton? Deuxièmement, est-ce que cette classe moyenne des pays émergents, est-ce qu'elles vont finir par vivre comme les Américains et les Français et donc bousiller complètement la planète, ou est-ce qu'on va être capable de trouver une manière de les absorber sans qu'on parte dans le mur? La troisième question, c'est est-ce qu'on n'a pas un problème de classe moyenne dans les pays avancés, puisque ces gens-là ont vu leurs revenus stagner ou diminuer? Et la quatrième, c'est jusqu'où vont les 0,1 ou 1 ou 5%. Tout ce que tu nous dis est du bon sens, est vu, mais c'est un moment, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a un moment où c'est toi qui vas t'asseoir avec le président, quel que soit le président d'ailleurs, pour lui parler de ça. Il a des conseillers, il a tout un tas de choses. Non, à l'époque, il n'était pas encore président, c'était pendant sa campagne présidentielle. D'accord. Voilà, et moi j'étais aux États-Unis, lui en campagne en France, et on réussit à se croiser. Et vous parlez de l'éléphant. Et je lui dis, si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Donc c'est toi qui as voulu. C'est toi qui. Oui, voilà, c'était carte blanche. On parlait des études. Tout à l'heure, tu évoquais HEC, puisque tu y es passé, Sciences Po, l'ENA. Pour toi, le parcours professionnel, et en particulier en France, très attaché aux écoles, est-ce que tu penses que la réussite pourrait dépasser ces écoles-là? Est-ce que tu penses que le monde de demain permettra à d'autres personnes qui n'ont pas forcément fait ces études d'arriver à un certain niveau? Comment tu vois ce plafond de verre? Il y a plusieurs questions. Je pense que l'enseignement supérieur reste quelque chose de fondamental et qu'il faut en démocratiser l'accès. Ça, c'est important, c'est vrai en France, mais ces discussions, je les ai eues aux États-Unis. Je me souviens d'une discussion quand j'étais à la Banque mondiale où on avait un ministre sud-africain. C'est d'ailleurs un moment, je le racontais dans mon livre précédent, je me retrouve à une table entre un ministre sud-africain qui m'explique qu'il a passé sa formation en gros dans les prisons d'apartheid, l'ancienne ANC, un Chinois qui m'explique qu'il a survécu à la révolution culturelle, enfin, etc. Puis moi, j'avais passé un concours à 18 ans, je me sentais quand même un peu décalé par rapport à mon expérience de la vie. Et on discutait de savoir quel était le bon système d'enseignement supérieur. Et la réponse, c'est que c'est probablement pas plus le système élitiste à la française que l'Ivy League, ou que Oxford et Cambridge. Qu'à un moment donné, vous êtes en Inde, l'idée, c'est pas de refaire pour le 0,1% des Indiens l'équivalent de ces systèmes très élitistes, mais comment est-ce qu'on peut massifier l'enseignement supérieur en le démocratisant? Donc, je pense qu'il faut pas se tromper sur des débats en France, on aime bien focaliser sur l'ENA, par exemple, qui est un symbole, et c'est un symbole. Mais en même temps, réformer ou transformer ou abandonner l'ENA, ça ne changera pas vraiment le reste du système. La question, c'est comment est-ce qu'on peut ouvrir très largement un enseignement supérieur qui réponde à des besoins spécifiques de la société. Non seulement l'ouvrir, mais même le rendre visible. Ce qu'on découvre souvent, c'est qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler. Moi, j'aime bien, j'enseigne beaucoup.
Et je vois notamment Sciences Po, qui était une des écoles qui a ouvert ses portes les plus largement. Et une des forces, était de faire connaître Sciences Po à des gens qui n'avaient jamais entendu parler. Donc pour toi, le message porté à l'époque par Richard Descoings, de l'ouverture dans les débuts des 2000, est quelque chose... pour moi, j'étais à l'aise très vite. C'était pas simple. J'ai eu des questions d'ailleurs en famille sur le thème, mais non, le concours républicain, etc. Et je dis oui, c'est vrai que le principe du concours est important. En France, c'est vraiment quelque chose de très fort depuis la Révolution française. Mais en même temps, on voit bien que ce concours, il a été biaisé par toute une stratégie. Voilà, on sait la manière dont on prépare les gens, l'acculturation progressive. Ça a été décrit par des dizaines de sociologues. Et donc, comment est-ce qu'on peut corriger à la marge d'abord et de plus en plus ce système? Mais je crois vraiment que l'éducation en général, l'enseignement supérieur en particulier, c'est central. 20 ans après, les décisions prises il y a 20 ans à Sciences Po pour toi aujourd'hui portent leurs fruits, vont dans le bon sens. Elles vont dans le bon sens, bien sûr. Et d'ailleurs, elles ont été suivies par beaucoup d'écoles. Et heureusement. Beaucoup, pas assez. Pas assez, mais en tout cas, ça devient un thème maintenant. Pourquoi tu penses que des grandes écoles ne le suivent pas? Pourquoi tu penses qu'HEC ne l'a pas mise en place? HEC a bougé dans cette direction. Alors, moins spectaculairement, ils n'ont pas fait forcément c'est pas une mission directe après bac aussi, c'est peut-être ça. Tu penses? Oui, enfin, c'est quand même pour avoir su ça, ils ont mis un peu plus de temps, mais il y a quand même eu un certain nombre de choses qui ont été faites. Il y a une évolution quand même assez forte. On est très loin quand même. On est loin, mais ça avance. On a tendance à surestimer, c'est la vision française, et on peut en reparler si on parle d'évolution économique. On aime bien les grands soirs. Il y a un avant et un après, le monde d'après. Alors, brusquement, on se réveille le 30 octobre dans le monde d'après. Non, ces sujets-là sont longs. Il y a des pionniers, ça peut être Sciences Po, puis il y a des gens qui suivent, et tout ça progresse. Donc, je suis pas affolé. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse marche arrière. Ça, pour moi, c'est vraiment crucial. Et c'est pas un problème spécifiquement français, comme on le pense souvent. La plupart des grands pays ont cette question on voit bien les thèmes de la diversité aux États-Unis, de la perméabilité entre les élites et la population. Et ça, c'est important. Donc je pense qu'aujourd'hui, cette question de l'identité, de l'intégrité des valeurs est fondamentale. Je pense que, j'espère en tout cas qu'au XXIe siècle, ce concept d'intégrité qui est en fait le lien entre ce que vous dites et ce que vous faites et ce que vous êtes, va être de plus en plus fort. C'est-à-dire que l'opinion va de moins en moins tolérer les écarts. Alexandre Dumas disait que l'argent était un mauvais maître mais un très bon serviteur. Question pour toi, est-ce que tu penses que la carte bleue du consommateur serait plus efficace que le butin de vote pour changer le monde? Il faut les deux. Alors Thérèse d'Avila, que j'aime bien citer, disait l'argent est un excrément du diable, mais un très bon engrais. C'est une manière beaucoup plus, je trouve, plus perceptible, plus sensitive que Alexandre Dumas d'exprimer la même chose. J'aime beaucoup. Et donc, je pense qu'il faut les deux. Je pense d'ailleurs et c'est les contradictions dans lesquelles on est tous pris, c'est-à-dire qu'on est à la fois, on est suivant le moment de la journée, consommateur, investisseur, travailleur, chef d'entreprise, citoyen, membre d'une association, etc. Ouais. Et il faut qu'une cohérence dans tout ça. Et je pense qu'il faut tout. C'est-à-dire que pour faire avancer la société, comme consommateur, on a notre capacité à jouer. Et on est tous, c'est très compliqué. Débat que j'ai eu avec mes enfants pendant le Covid. Bon, alors vous voyez que telle ou telle grande chaîne de textiles rompt unilatéralement ses contrats avec le Bangladesh et dit c'est un cas de force majeure, aucune indemnité, fermez le banc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, c'est très mal. Bon, très bien, bonne réaction. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à acheter les t-shirts à $1. Alors, il y a un blanc, puis bon, finalement, c'était intéressant. Et puis, je peux pas demander à des enfants de 15 ans, 18 ans, 20 ans. Mais c'est intéressant. On a tous ce genre de contradiction. Et donc, comme consommateur, il faut qu'on pousse dans cette direction, mais comme investisseur aussi, on sait bien que c'est pas facile. Comme travailleur, c'était intéressant, la pétition. Alors, j'espère qu'elle va survivre au Covid, où les 30 000 étudiants français ont dit on n'ira pas travailler dans les entreprises qui se comportent mal. Bon, on va voir si les temps de disette vont probablement tester ça. Ouais, mais donc cette capacité à faire, elle existe. Ça, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Bien sûr, c'est pour ça qu'il se passe quelque chose. Évidemment qu'il se passe quelque chose. C'est jamais aussi rapide, aussi haut et aussi vite qu'on le souhaite, mais il se passe quelque chose. Le sens est un sujet qui m'est cher comme toi. L'opinion publique s'en préoccupe de plus en plus, on le voit. Est-ce que pour toi, une entreprise qui en manquerait aurait-elle des chances de perdurer? Tu penses qu'une entreprise qui avoue très ouvertement ne pas payer ses impôts et l'assumer, est-ce que tu penses qu'une entreprise qui, comme tout à l'heure, fait des choses qui sont répréhensibles pour le plus grand nombre, est-ce que tu penses que cette entreprise, même chose pas sur une année, est-ce que tu penses que ces entreprises peuvent subsister dans le monde d'aujourd'hui?
Mais il y en a qui ne se substitueront pas et qui, de manière peut-être intentionnelle aussi. On peut faire le truc take the money and run, je fais quelque chose, je prends mon argent et je m'en vais. Tu fermes. Ça existe, hein. On a tous des exemples à l'esprit. Moi, ce qui est intéressant, c'est quand j'étais encore étudiant, j'ai sorti un livre avec un ami en 1989. Mais combien de livres t'as écrit? Quelques-uns. et ça s'appelait Entreprise en révolution. On sortait au moment du bicentenaire, c'était un grand événement à l'époque, Wow. et on s'est dit on veut faire quelque chose, on est diplômé en 1989, c'est un truc génial, et donc on va faire un livre. Et on a regardé comment les grandes entreprises avaient survécu à la Révolution française. Il y avait très peu de grandes entreprises en réalité en France, il y avait essentiellement Saint-Gobain, qui existe toujours, De Dietrich qui a un peu disparu mais qui à l'époque existait encore, la manufacture des toiles de Jouy étant HEC, c'était sympa d'avoir les toiles de Jouy à côté, Monsieur Oberkampf, la station de métro, et puis les forges du Creusot, enfin voilà, puis il y avait encore quelques filatures. Enfin, en gros, c'était quelques-unes, ça se comptait sur les doigts des deux mains. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir, pour prendre la question de la culture et de l'identité, Saint-Gobain, créé en 1664, si ma mémoire est bonne, la Révolution française, on parle de crise aujourd'hui, c'est une crise majeure. Alors là, pour le coup, tout est bouleversé, vous avez la guerre, on coupe les têtes, il n'y a plus de croissance, les assignats, enfin, et on avait essayé, on était d'ailleurs un peu naïf, mais c'était marrant, de regarder avec les outils du XXe siècle, donc le marketing, la finance, la stratégie, comment est-ce que Saint-Gobain avait géré cette période. Et c'était intéressant parce que pendant 2 ans, ils ont payé les ouvriers à balayer la cour de l'usine. Ils ont eu 0 chiffre d'affaires de mémoire en 1793 et 1794. Mais ils ont préservé leur culture, leur identité, et ils ont fait attention à la communauté villageoise, etc. Et ce qui est très intéressant, donc ils ont survécu, ça a été long, et ils existent toujours aujourd'hui, ça reste une entreprise du CAC 40, bien quand sûr, même, très 400 ans ou incroyable. 360 ans après. À l'inverse, de manière très intéressante, Oberkampf, l'étoile de Jouy, est un parcours exceptionnel. Oberkampf arrive comme immigré du Bade-Württemberg en 1759 au Bourg-Saint-Antoine, je me suis sûr qu'il parlait français, et en 1789, il est probablement l'homme le plus riche de France, ou peu s'en faut. Toile de Jouy, c'était l'outil marketing par excellence. Vous savez, c'est l'étoile en rose ou en bleu où on dessine des bergères et des moutons. Et c'était génial pour le marketing. Vous dessinez le roi, la reine, le hameau, les petits moutons. Et puis Robespierre arrive, vous dessinez Robespierre, les machins. Vous changez les motifs et vous... Et donc, Oberkampf traverse tout ça. Il est anobli par Louis XVI, félicité par le comité de salut public et nommé conseiller général de Jean Jaurès par Napoléon Bonaparte. Il traverse tout ça, mais l'entreprise disparaît et le capital se recycle. Donc, vision actionnariale. Et lequel c'est d'ailleurs bien recyclé. Enfin, il y a des descendants de la famille Oberkampf, Mallet, etc. jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'était très intéressant de voir que dès l'époque, cette question est là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, cette question de l'identité, de l'intégrité des valeurs est fondamentale. Je pense que, j'espère en tout cas qu'au XXIe siècle, ce concept d'intégrité, qui est en fait le lien entre ce que vous dites et ce que vous faites et ce que vous êtes, va être de plus en plus fort. C'est-à-dire que l'opinion va de moins en moins tolérer les écarts. Et c'était intéressant de voir pendant la crise du Covid les entreprises qui se sont bien comportées et celles qui ne se sont pas bien comportées. Je pense que la mémoire va être longue de tout ça. Toi, où tu vois ton fonds dans 10 ans? Où tu te vois? Non, ce que j'espère, c'est que Blue Like an Orange sera synonyme d'une approche à impact dans les pays émergents. Pour moi, le développement durable, je veux dire qu'à un cas, on va y arriver en France, aux États-Unis. Je veux dire, le mouvement est là, bon, c'est pas parfait, mais enfin bon. Mais je pense que les frontières du développement durable au sens large, donc non seulement l'énergie, mais la place de la femme, mais l'accès à l'éducation, la réduction de la pauvreté, enfin tous ces sujets-là, la frontière, elle est dans ces pays. Et j'aimerais vraiment qu'on trouve les voies et moyens d'accompagner ces pays sans imposer un nouveau consensus de Washington. Pour moi, les pays émergents ne sont pas aux pays occidentaux ce que la province est au bobo de Paris. Je pense qu'il faut faire extrêmement attention, on n'a pas de leçons, mais on doit trouver ensemble la capacité à progresser. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui cherche à lever de l'argent auprès d'un fonds d'investissement comme le tien, si ce n'est le tien? Pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui sont à la recherche justement de... Alors, s'ils sont en Amérique latine, c'est un plus. Mais par exemple, un fonds d'investissement. Mais au-delà de ça, c'est d'être très, très à l'aise avec son business plan, enfin au sens business du terme. Que voulez-vous faire? Et c'est pas d'être un spécialiste de l'impact. Moi je trouve absolument passionnant dans les gens qu'on accompagne, c'est que beaucoup font comme M. Jourdain de la prose, ils font de l'impact sans le savoir. C'est pas qu'ils savent pas ce que c'est, qu'ils aiment pas, c'est qu'en général, on n'aura pas parlé. Et donc, moi, j'aime bien les entrepreneurs qui sont pénétrés de leur projet et qui veulent changer le monde. Alors, pas tout le monde, mais une partie en disant, mon projet va être
quelque chose qui va contribuer positivement à la planète de cette manière. Après, on peut en parler. Ça, c'est très important. Notre conseil que j'aimerais que tu puisses donner, justement, c'est pour ces entrepreneurs qui se lancent après un âge qu'ils pensent être l'âge de raison. Donc, quand tu as plus de 40 ans ou plus de 50 ans, et te lancer. Pour toi, si tu le dois donner un conseil, c'est allez-y, surtout, n'hésitez pas. Alors, il paraît, je ne sais pas si c'est vrai, c'est justement celui qui m'a poussé à prendre Blue Like an Orange comme nom, me disait que Warren Buffett disait que l'âge idéal, c'était 50 ans. Parce qu'à 50 ans, on a l'expérience, on a les réseaux, et on a un peu de bouteille, enfin de capacité de distanciation. Et donc, c'est l'âge idéal pour commencer à faire... Alors après, certains diront, vaut mieux l'enthousiasme des 20 ans, etc. Donc moi, j'aime bien penser que je suis en ligne avec Buffett. Le titre, grand philanthrope par ailleurs, le titre de ton livre, dernièrement sorti, nous interroge, voulons-nous sérieusement changer le monde? Dernière question, comment y répondre en une phrase? C'est dur pour toi, hein, une phrase. Non, en se focalisant sur le mot sérieusement. Ok. Tout le monde veut changer le monde. C'est facile d'en parler, le faire c'est plus compliqué. Et se changer soi-même est infiniment plus compliqué. Maintenant, je te propose de passer à quelques questions d'ordre personnel. Alors, quelle est la bêtise d'enfance que tu n'as jamais osé avouer à tes enfants? Je crois pas, parce que je suis assez bavard, donc je crois pas que j'ai des choses que j'ai... À tes parents? Pareil. Je suis plutôt quelqu'un qui en dit trop que pas assez, donc j'ai pas de... Qui est la personne qui t'a donné envie d'oser? Alors, il y a quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, c'est Michel Cantu, alors qui est plus connu de la plupart des auditeurs aujourd'hui, mais avec qui je déjeunais encore il y a quelques jours, qui a eu une carrière exceptionnelle, qui a été directeur du Trésor, gouverneur de la Banque de France, et celui qui est resté directeur général du FMI le plus longtemps, et avec qui j'ai eu la chance de travailler sous diverses casquettes pendant une vingtaine d'années, et que je continue à avoir très régulièrement, et qui a toujours... alors, on partage la même foi catholique, et donc cette espèce de souci de s'engager pour un monde meilleur. C'est important pour moi. Deux fois pendant cette année, c'est vraiment important. C'est quelque chose d'important pour moi. Est-ce que ça l'est aujourd'hui plus que c'était hier? Non. Ou tu l'assumes plus aujourd'hui? Non, j'ai toujours assumé. J'ai jamais été prosélyte. Chacun fait ce qu'il veut. Enfin, je veux pas chercher les autres, mais pour moi, c'est important. C'est pas facile. Il y a un vrai réseau catholique? En parlant de réseau. Il y a un réseau, mais je ne l'ai pas cultivé en tant que tel. Enfin, c'est pas... Non, pour moi, c'est quelque chose... Personnel. Oui, c'est côté... j'ai été scout, j'ai fait des choses comme ça. Et il y avait une phrase, je ne sais plus de qui elle est d'ailleurs, je retrouve, que j'avais bien aimé quand j'avais 15-16 ans, qui était « Je veux faire toute ma vie une non-conversation avec Dieu ». Une conversation, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes, il y a des embrassades, etc. Et donc voilà, avec Michel, on partage ça, et donc ce souci de s'engager, de prendre des risques, et je me souviens, on avait travaillé tous les deux, alors surtout lui, évidemment, compte tenu de ce qu'il était en 2004, il avait été missionné par Nicolas Sarkozy, alors ministre des Finances, pour un premier rapport qui a été un peu la préface du rapport Attali sur quelle réforme faire en France. Et on avait fait un rapport qui déjà disait un certain nombre de choses sur le poids de la fonction publique, par exemple, etc. Et il se trouve qu'on était tous les deux en responsabilité dans la même association qui était plus progressiste. Et on a eu beaucoup de critiques internes sur ça, mais comment pouvez-vous faire un rapport pour un gouvernement ultralibéral, enfin des choses françaises traditionnelles. Et Michel avait répondu, et pour moi ça m'a beaucoup marqué, sur le thème « Ceux qui veulent garder les mains propres n'ont plus de mains ». C'est une phrase de Péguy. Charles Péguy disait ça à propos d'Emmanuel Kant. Alors c'était vraiment, je me mets Emmanuel Kant, Charles Péguy, Michel Cantu et tout en bas moi, mais c'est très intéressant de se dire oui, c'est vrai que finalement on reste au bord, on dit c'est pas bien de faire ça. Et ce que m'a appris Michel, c'est de dire à un moment il faut que quelqu'un s'y colle. Il vaut mieux s'y coller avec des bonnes intentions, en étant à peu près professionnel et faisant les choses, mais on a les mains sales, mais il faut mettre les mains dans le moteur. Et pour revenir au titre de mon livre, si on veut sérieusement changer le monde, je pense qu'il faut mettre les mains dans le moteur. Parce que c'est pas en disant il y a qu'à Faucon qu'on va changer quoi que ce soit. Quel est le péché mignon que tu n'as jamais osé avouer? Oh, il n'y en a pas, non. J'en tire plutôt gloire. J'aime bien la vie, je suis gourmand. Donc tu as avoué tous ces péchés. Ces péchés. Quelle chose tu n'oserais jamais faire pour réussir? Alors ça c'est une question que je me suis, non seulement je me la suis posée, mais je l'ai vécue. J'ai été confronté à des gens qui étaient capables de mentir sciemment, enfin de manière éhontée, de monter des coups, etc. Donc je dis pas qu'il faut pas être rusé. Hein, je suis pas complètement naïf et ma carrière d'une certaine manière en témoigne. Mais il y a vraiment des limites. Et c'est vrai que dans un certain nombre de cas, il y a des gens avec qui j'ai plus voulu être en affaires parce que je n'étais pas capable d'être en affaires avec eux.
On jouait sur le même terrain de jeu avec des règles différentes. Et donc ça, c'est pas possible. Quel échec tu n'as jamais osé avouer? Principe de l'entrepreneuriat, avoir des échecs. Ouais, alors il y en a un qui est rigolo, qui m'a longtemps collé aux fesses, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à avoir mon code puis mon permis de conduire. Beaucoup, c'est-à-dire? Trop. Ah, donc tu vois, tu l'avoues toujours pas en fait. Non, j'ai mis au total, j'ai dû passer 5 ou 6 fois. Là, c'était long. Et ça m'avait valu d'ailleurs une caricature HEC sur le thème « Tu nous fais chier, t'as toujours pas ton permis ». Parce qu'il faut prendre une voiture quand même pour aller à ça, c'était vraiment un problème. Ouais. Est-ce qu'il y a une personne à qui tu n'as jamais osé dire « je t'aime » ? Je crois pas. Je pense qu'on le dit jamais assez. Mais Tu fais partie des gens qui le disent ? Oui. Un quiz pour terminer. 2 choix de réponse simples qui sont oui ou non. Est-ce que tu oserais dire une vérité qui blesse ? Oui, mais en mettant les formes. Est-ce que tu oserais dire à quelqu'un que son idée est nulle ? Non. Est-ce que tu oserais trahir pour réussir ? Non. Est-ce que tu oserais séduire pour parvenir à tes fins ? Je passe mon temps à séduire. Est-ce que tu oserais mentir pour sauver ta boîte ? Je crois pas. Est-ce que tu serais rusé pour sauver ta boîte ? Probablement. Est-ce que tu oserais te lancer dans la politique, Bertrand ? Combien de fois on t'a demandé ? Ça, c'était même pas... J'ai toujours voulu en faire. Mais j'en ferai pas. Sûr. Est-ce que c'est toujours ce que les gens disent ? J'en ferai jamais ? Non, mais je pense qu'il y a plein de raisons. Alors, d'abord, le fait que je suis d'une famille, mon père a été élu maire de votre ville ? Sénateur, maire, conseiller général, conseiller Sénateur, régional, d'accord. etc. Oui, donc moi, j'ai plutôt grandi dans cet univers, vraiment, à tous égards, y compris en passant par l'ENA. Oui, tu as fait la même chose, tu aurais pu. Voilà, C'était l'alignement des étoiles possible. J'ai croisé des gens dans ma scolarité, comme Bruno Le Maire, Édouard Philippe. Donc j'ai grandi dans cet univers-là. J'ai plutôt eu envie de faire de la politique. Et c'est vrai, quand on s'est marié, on a plutôt décidé de faire un moratoire de 10 ans sur le thème « On construit la famille d'abord et on voit la politique ensuite ». Je me souviens, j'avais fait mon stage de l'ENA à Lyon, j'étais avec un grand élu, on est allé se promener avec celle qui n'était pas encore ma femme. Moi, je vais parler avec l'élu, elle parlait avec la femme de l'élu, et je lui ai dit à ma femme, regarde, c'est formidable cette vie d'élu. Elle dit, oui, j'ai un peu parlé à sa femme, elle a un discours un peu différent. Et donc, on avait choisi de construire la famille, et c'est vrai que 10 ans plus tard, j'étais à l'Élysée, je quitte l'Élysée, et j'ai été approché relativement sérieusement par diverses personnes pour me présenter. Ça aurait été probablement la bonne fenêtre de tir. L'élection locale ? Local, puis après l'idée de progresser. On progresse pour toi, c'est progression. On peut pas rester en local et faire vraiment changer les choses. Je veux dire, tu peux être conseiller municipal, régional, député. Après, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'idée, c'était de s'implanter quelque part. Il y avait un poste, toi, qui t'aurait fait rêver ? La réalité, c'est qu'il m'a pas fait rêver puisque je l'ai pas fait. Non, mais si tu devais avoir un poste quand tu as grandi justement sur ton l'ENA, est-ce que c'était un maire, c'était une députation, c'était un ministère ? Non, il y a deux. Oui, alors maire, je trouve que c'est un très très beau métier. Alors, j'étais probablement influencé par mon père. Je trouve que c'est vraiment le métier du quotidien. On s'occupe, comme disait Jean, des crottes de chien, mais aussi du développement, du rayonnement d'une ville, du souci des habitants. Donc il y a vraiment toute cette dimension. C'est l'entreprise par excellence, c'est extraordinaire. Et puis c'est vrai que je suis passé par le ministère des Finances. Je trouve que c'est un des très beaux ministères. C'est un des ministères qui a une capacité d'influence dans ce pays. Voilà, Donc en tout cas, à ce moment-là, j'ai reposé. Moi, j'étais un peu moins certain de vouloir faire de la politique à ce moment-là. Et finalement, on a pris la décision de passer, donc je n'y suis pas allé. Le passage à la Banque mondiale m'a donné finalement, d'une certaine manière, m'a permis de gérer, pas cette frustration, mais de dire, voilà, j'ai eu un rôle politique à la Banque mondiale. Il y a 4 ans, quand tu sors de la Banque mondiale, à ce moment-là, tu as cette possibilité, en tout cas cette idée potentielle de dire peut-être la politique. Oui, c'était un peu tôt, c'était début 2016, c'était pas simple, j'étais à Washington. C'était pas les étoiles n'étaient pas alignées. Les étoiles n'étaient pas alignées. Ça aurait été 2018 ? Et je pense qu'aujourd'hui, c'est probablement, ça m'intéresse toujours, et de pouvoir contribuer m'intéresse toujours. Je pense qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile de faire de la politique parce que finalement, à tort ou à raison, on me dira, il vient de la finance, il a fait un fonds, il est banquier, il est etc. Et je pense d'ailleurs que c'est un vrai problème pour la politique en France, qu'il y a toute une série de gens qui ne vont plus vouloir en faire parce qu'ils veulent préserver leur vie privée, leur confort, peu importe, toute une série de bonnes ou de mauvaises raisons, et qu'on va avoir un amincissement ou un rétrécissement du pool de gens qui vont pouvoir en faire. Et ça, c'est dommage. Dommage. Est-ce que tu oserais tout recommencer de zéro ? Ah oui. T'aimerais ? Ah oui. Pour avoir exactement la même vie ? Pas forcément la même. En tout cas,
Oui, enfin, moi j'adore la vie. Enfin, je pense que j'espère que ça a transparu dans nos échanges, la vie des autres, la mienne. Je trouve que c'est plein de surprises, plein de rebondissements. C'est pas drôle tous les jours, mais en même temps, c'est... Est-ce que tu oserais nous dire ce que tu penses de BlackRock? Oui. BlackRock, je les connais extrêmement bien. Quand j'étais banquier d'affaires chez Lazard à New York, BlackRock était un client de Lazard, donc j'ai eu la chance de rencontrer Larry Fink il y a 20 ans. À l'époque, ils étaient entre guillemets petits, puisqu'ils géraient 200 milliards, ce qui me paraissait déjà colossal, mais aujourd'hui 200 milliards, t'as plus rien pour 200 milliards. Bon, pour les auditeurs qui ne savent pas, aujourd'hui, combien il gère? Je sais plus, la date précise, entre 7 000 et 8 000 milliards, donc 40 fois plus. Et vraiment, j'étais fasciné par l'homme Larry Fink. Il a monté quelque chose d'absolument exceptionnel. Donc on a continué à se voir dans toutes mes fonctions, j'ai continué à le pratiquer, on a même réfléchi si un jour on pouvait faire un bout de chemin ensemble, ça s'est pas fait, mais bon, peu importe. Donc je connais bien, je pense qu'il a une vraie vision, vraiment je questionne pas, je pense que c'est pas un machiavélique, je pense qu'il a vraiment cette vision, ce qu'il écrit dans sa lettre, c'est quelque chose auquel il croit. Je pense que l'organisation a du mal à suivre. Et donc, on a cette tension entre un CEO visionnaire qui lance la balle en avant et une équipe qui court plus ou moins vite pour la rattraper. Et donc, c'est une source de tension très forte. Et je pense qu'elle pose un problème, oui. Dernière question, est-ce que tu oserais voter pour quelqu'un d'autre que Macron? Bon, bah, ça m'est arrivé, ça me réarrivera, oui. Bertrand, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci, Alexandre. Merci à toutes et à tous de votre fidélité et d'avoir écouté ce nouvel épisode de Ose. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré et surtout donné envie d'oser. Si c'est le cas, je compte vraiment sur vous pour en parler autour de vous. Notez 5 étoiles et laissez un commentaire sur les plateformes d'écoute. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités, ou si vous avez tout simplement envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre dans ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn. Il suffit de taper mon nom, Alexandre Mars, ou envoyer un email sur podcastose@gmail.com. Enfin, si vous aimez les histoires uniques, retrouvez-moi aussi dans mon autre podcast, Contre toute attente, où mes invités ont aussi osé à leur manière et nous racontent comment ils ont réussi à déjouer les statistiques